Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture de la session ordinaire de mars dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Mais nous allons mettre un accent particulier sur l'assemblée provinciale de Kinshasa, l'APK, où le président Godem Poi a fait une annonce phare, celle de la construction d'une ligne de métro à Kinshasa pour soulager à tant soit peu les problèmes des transports auxquels le peuple quinois est confronté. Est-ce que il est la personne indiquée pour faire cette annonce en pleine ouverture de la session de mars? Dans un discours officiel, nous allons nous interroger non seulement sur ce discours, mais aussi sur la faisabilité de ces projets phares. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou c'est la réalité qui va se faire vivre à Kinshasa par rapport à cette ligne de métro? Après, nous allons aborder encore une fois le projet 145 territoires. Cette question a fait l'objet des débats au cours d'un atelier organisé à Kinshasa en faveur des élus provinciaux, j'ai dit les députés provinciaux des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Quid de la faisabilité de ces projets? D'où viendront les fonds? Est-ce que les délais indiqués seront respectés? Nous allons nous interroger toujours tout au long de cette émission. Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, ne participera plus au conseil des ministres de ce vendredi. C'est la conséquence de la décision de l'Assemblée plénière d'hier qui l'a déchu pour incompétence notoire. Il a été interpellé notamment dans les dossiers des chinchards achetés en Namibie. Pour les élus nationaux, les arguments, les explications fournies par Jean-Marie Kalumba n'étaient pas convaincantes. Conséquence, il a été déchu à la majorité de au moins 277 députés qui se sont exprimés en faveur de son départ. On attend la formalisation de sa démission dans les heures qui suivent. Amitié rwando-congolaise, ça fait toujours parler à Kinshasa, juste après la déclaration de porte-parole de FARDC dans le Nord Kivu qui a dénoncé l'agression du M23 soutenu par des éléments de la force rwandaise. Tout de suite après, le Rwanda a rejeté en bloc ces accusations du côté gouvernement de la République. Patrick Mouyaya a semblé dans une sortie médiatique désorienter un tout petit peu la communication de l'armée. Est-ce que cette communication a reçu l'aval de la haute hiérarchie avant d'être balancée sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels? Je parle de la communication du porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu qui a fait état d'une agression de M23 soutenue par l'armée rwandaise. Voilà en quelques lignes les sujets d'actualité qui vont faire l'objet de nos échanges avec un invité comme toujours spécial. Il s'agit de l'honorable Mike Mukeba Nkoso. Il est l'élu provincial de la circonscription de Lingwala. Il a été élu avec beaucoup de voix. C'est avec lui que nous aurons le plaisir de partager ces moments par rapport aux questions brûlantes de l'actualité. Je m'avais les saluer, honorable Mike Mukebai. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Patrick Lokala. Comment allez-vous après les feuilletons judiciaires? On vous a vu tout récemment être accompagné de madame, votre épouse, et que nous saluons au passage au niveau de la cour d'appel. On avait cru que Mike va finalement s'évader. Mike va prendre la poudre des scampettes. Beaucoup de gens ne vous donnent pas la chance de rentrer à la maison. Certains vous ont même conseillé de ne pas vous y rendre. Vous voilà avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez demandé comment va. J'ai dit Dieu garde ses enfants, comme je l'ai toujours dit. Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Donc vendredi 25 mars dernier, je répondais à une citation à prévenu. J'ai donc comparu devant la cour d'appel. Mes avocats ont réussi à obtenir une remise à 3 semaines. Donc je serai de nouveau devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 15 avril, le 15 avril prochain. C'est quoi la symbolique avant même que je ne pose d'autres questions? On vous a vu être accompagné par madame tôt le matin devant la cour d'appel pour répondre à cette invitation. Il n'y a aucune symbolique dans ces gestes-là. Ma femme m'a toujours accompagné. Elle est à mon côté, elle connaît mon combat. Je suis avec elle depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle m'a vu commencer, tout jeune journaliste.
me battre avec beaucoup d'acharnement et puis un jour me convertir en politique. Elle connaît mon combat, elle soutient ce combat, elle le partage, elle a donc décidé d'être là. Je ne lui ai jamais demandé de faire ses déplacements avec moi. J'étais surpris la nuit, pas vraiment surpris. Je m'y attendais quand même, dit, je t'accompagne. Puis elle m'a fait rire un peu, ça je vais le dire en lingala, mais ça je ne l'oublierai pas. Elle me dit, ah, mobali nangai, ah, yo pensais pas Naruto tika bato na kimia. Elle dit que la tika bato na kimia et pas Naruto. Tu comprends ce qu'elle veut dire? O tika bato na kimia et pas Naruto. Ah, dans mon kili, on dit tika bato na kimia. C'est ça. Vous comprenez un peu la métaphore, c'est un peu ça. Donc c'est une femme qui a le mental. Elle sait que ce que je fais, c'est pas pour moi, ni pour mes enfants à moi, mais je le fais pour le Congo. Pour le Congo, voilà. Donc elle y croit profondément. Très bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui dire toute ma reconnaissance, qu'elle communie à ce point. Parce que c'est jamais évident, certains couples finissent par connaître des problèmes, pour dire que non, prenez trop de risques, ainsi vous exposez la famille à ceci, à des privations, ainsi de suite. Et elle a vécu des privations, celle-là, ils en ont vécu. Mes enfants, mais elle t'a dit... Et vous avez des enfants, vous n'avez que des enfants? J'ai deux enfants, deux garçons, Megan. Pas de balle perdue? Non, j'ai pas eu d'enfant hors mariage. Disons peut-être que jusqu'à ce jour, parce que je ne suis pas ça. J'ai pas d'enfant hors mariage, en tout cas, je n'en ai pas eu. J'ai deux gosses. C'est une bonne chose. Ouais, j'ai un garçon de 18 ans qui s'appelle Megan Tombinkoso et son frère cadet, Bradley Mukeba Inkoso. Très bien, honorable Mike Mukeba qui parle un peu de sa famille. Ça n'arrive pas tous les jours, mais honorable Mike Mukeba, beaucoup de gens vous ont appelé pour vous demander de ne pas vous présenter au jour de l'invitation. Certains redoutaient votre arrestation et ils vous ont même conseillé de vous enfouir. Mais vous vous êtes entêté comme toujours. Non, je ne me suis pas entêté, j'ai répondu à un bon citoyen devant la justice de mon pays. C'est d'ailleurs l'occasion pour dire au premier président de la Cour d'appel que moi j'ai pleinement confiance en lui. Très bien. Je suis venu pour répondre et j'ai des moyens que je vais développer devant, je dispose de moyens que je vais développer devant la Cour d'appel. Vous savez, vous êtes invités à comparaître. Ceux qui ont tenté de tirer les ficelles, j'ai dit qu'ils ont tenté parce que je ne crois pas qu'ils aient le total contrôle de la Cour d'appel. Ceux qui ont tiré les ficelles dans le coulisses s'attendent à ça. C'est ce qu'ils souhaitent et que vous vous débiniez à la dernière minute. Comme ça, ils vont dire voilà le petit lapin, il n'a pas pu répondre. Déjà, c'est cela la conviction de répondre. Parce que j'avais déjà reçu des menaces indirectement, en tout cas de la part des proches du chef de l'État. J'ai bien dit qu'un jour je citerai leur nom, ils sont en trois via un journaliste, et j'avais fait une sortie médiatique pour leur dire que j'étais prêt à répondre. Et je suis donc à la répondre. C'est cela, c'est le premier pas dans ce combat. C'est de montrer à l'autre que j'y crois, que j'ai la conviction, et que finalement, un jour, la vérité triomphera. Vous savez, nous avons passé des années à nous battre contre Kabila, et aujourd'hui, je me dis même que nous avons vaincu Kabila avec l'énergie du désespoir. À un moment donné, les doutes s'installer en nous, ça arrive dans chaque combat. Vous commencez à vous poser des questions, mais tout de suite vous ressaisissez et vous rebondissez et vous continuez. Très bien. Et ça, nous l'avons fait pendant près d'une vingtaine d'années. Et encore qu'il faut considérer que c'était une suite après la lutte contre Mobutu, M. Laurent Désiré Kabila. Et nous avons eu assez de souffle pour mener ce combat-là à bout. Donc, ce n'est pas aujourd'hui les amis de l'UDPS avec qui nous avons partagé toutes ces souffrances qui vont nous impressionner, qui vont nous intimider ou nous amener à reculer. Cela vous encourage davantage d'être inquiété par la même. Non, vous savez, partagez les mêmes valeurs. Vous savez peut-être qu'il faut arriver dos au mur et se dire, c'est peut-être en ce moment-ci qu'il faut trouver des ressorts pour rebondir. Et je crois que nous sommes arrivés à ce moment-là. C'est un tournant, vous verrez. Et c'est comme ça que je leur ai dit, s'ils croient qu'eux vont s'éterniser au pouvoir, ils se trompent bigrement. Et certains d'entre eux finiront dans l'errance demain, comme le sont aujourd'hui des interkabilistes. Vous arrivez au pouvoir, vous travaillez pour l'intérêt général. Il n'y a pas mieux pour vous protéger que de s'assurer de l'instauration de la démocratie, parce que c'est celle-là même qui va vous protéger demain. Quand vous la foulez au pied, quand vous marchez sur la justice, vous serez victime vous-même de ces iniquités-là que vous êtes en train d'installer aujourd'hui contre les autres, que vous êtes en train de pratiquer contre les autres, vous les payerez. C'est en fait une logique, elle est implacable. Elle est un peu comme une logique transcendantale, était un peu du cosmos, un peu de la mystique du monde. Ben, il faut avoir un certain niveau d'élévation pour comprendre ça.
Mais si ceux-là n'en ont pas, ben, ce n'est pas mon problème. Ils la prendront à leur détriment le moment venu. Très bien, honorable Marc Moukeba, en clôture, c'est là qui ont pensé vous faire peur, peuvent déchanter parce que je vois en vous la détermination d'aller jusqu'au bout et cela encourage tous ceux qui partagent les combats pour la défense des valeurs démocratiques en République démocratique du Congo. On va ouvrir le bal avec la rentrée parlementaire d'hier. C'était le cas un peu partout à travers les assemblées provinciales de la RDC, mais on va parler à Kinshasa, on va revenir à Kinshasa où le discours du président de l'APK, l'honorable Godin Poyi, a été marqué par une annonce phare devant les élus, celle de la construction d'une ligne de métro à Kinshasa pour soulager la souffrance de la population par rapport aux difficultés de transport auxquelles elle est confrontée. Je savais depuis que l'Assemblée provinciale de Kinshasa était une chambre d'entérinement de l'exécutif provincial. Maintenant, je me dis, c'est plus une chambre d'entérinement, c'est un appendice. Appendice, le discours que j'ai entendu hier du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne nous honore pas. Un discours laudatif à l'endroit du gouverneur et cerise sur gâteau, c'est lui qui annonce un projet de l'exécutif. C'est lui qui n'a pas qualité d'annoncer. Il n'a pas. C'est à l'exécutif d'annoncer son projet, d'exécuter et nous de contrôler. Nos missions sont claires. Et il est allé plus loin, en fait, il est en train de nous lier avec l'exécutif, de dire que c'est nous, en fait, qui recadrons le budget, projet qu'on nous amène, et par la suite, en fait, c'est notre budget à nous, c'est notre vision à nous. Et alors, où est la démarcation entre celui qui exécute et celui qui contrôle, qui est censé avoir l'œil sur l'exécutant et s'il y a à sanctionner, qui sanctionne pour redresser la barre. Je présume que Godin connaît tous ces principes, mais pourquoi l'a-t-il fait? Je ne sais pas, ça il faut lui poser la question. C'est lui qui annonce officiellement pour la première fois. Je n'ai jamais entendu cela de la bouche de comment s'appelle Jean-Tini Ngobila. Il annonce que bientôt une ligne de métro sera construite ici dans la ville de Kinshasa. Je pose d'abord une première question. C'est une question banale que je lui pose, que je nous pose à nous tous. Exactement. C'est comme si je réfléchissais à haute voix. Je demande à Godin Poyi, avec quel courant électrique allez-vous fonctionner une ligne de métro ici? Avec quel courant électrique? Il n'y en a pratiquement pas. Et vous savez que augmenter la capacité en courant électrique en Kinshasa, c'est pas en un mois, c'est pas en 6 mois. Ce sont des investissements lourds qui vous prennent 2, 3 ans, 4 ans. Alors vous commencez le projet construction de ligne de métro quand pour faire coïncider ces projets-là avec une quantité suffisante de courant électrique à Kinshasa. C'est la première question que je lui pose. Elle est toute simple, celle-là. Avec quel courant électrique? Ça, c'est la question que n'importe quel profane peut se poser. Ok, allons-y, vous pouvez construire. Et qui est chargé de la construction de cette ligne? C'est une société appelée Métro de Kinshasa. Mais je crois que dans les jours à venir, j'en dirai plus sur cette escroquerie appelée, j'ai dit bien escroquerie. Je pèse des mots. Escroquerie appelée Métro de Kinshasa. Cette entreprise n'existe pas. C'est une société mixte constituée entre la ville de Kinshasa, l'ONATRA qui est devenu aujourd'hui SCPT, Société Congolaise de Port et Transport si je ne m'abuse, et une société privée dénommée Transconnection Congo. J'y vais sur le plan légal. Pour que l'ONATRA fasse partie d'une association de cette nature-là, l'ONATRA doit avoir obtenu au préalable l'autorisation du ministre du portefeuille. Elle est où cette autorisation? On peut nous la brandir? Elle n'existe pas. Non, qu'on nous la brandisse, dis-je. Vous allez à l'entreprise Transconnection Congo, vous tapez dans Google, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous tapez les noms d'une entreprise dans Google, vous avez le portail de cette entreprise, tout y est, adresse, activité antérieure, ainsi de suite, numéro de téléphone, tapez Transconnection Congo, sur Google, vous ne trouvez que 3-4 articles de presse, des articles d'annonce, sur quelques visites des responsables de Transconnection Congo ou chez Bahati Lukwebo pour un projet qui n'a jamais été matérialisé ou chez Jean-Tini Ngobila lui-même. C'est cela.
Transconnection Congo. Il y a assez de détails qui démontrent que cette entreprise n'a pas d'existence légale, mais ce n'est pas encore le moment que je livre tous ces détails-là au public. Quid les moyens? Les moyens financiers? Les moyens financiers, ils viendront de qui? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Assemblée provinciale a été mise à contribution pour donner l'autorisation de constitution de cette entreprise. Et en fait, c'est qu'avec cette autorisation que maintenant on est en train de chercher des fonds. En fait, c'est une sorte ce sont des commissionnaires. Et je me pose la question, qui est prêt à venir investir en centaines de millions de dollars ou des milliards sur une entreprise aussi douteuse? J'ai dit aussi douteuse. Je mets Ngobila au défi de monter au Quinois le siège de cette entreprise, ses bureaux, c'est son comité de gestion et le personnel. Transconnection Congo avec laquelle il a signé. Je le mets au défi de montrer ces images-là, qu'il amène les journalistes au siège de cette entreprise. Qu'il les amène au siège de l'entreprise. Je veux voir ça. Puisque j'en sais beaucoup, le moment venu, je les dirai. Très bien, le moment venu, nous et donc, c'est cela qu'on annonce. Et c'est en fait Godin Poyi qui assume cela. C'est vraiment dommage, mais qu'importe, hein, pour moi, je suis en train de faire mon travail. Je suis aujourd'hui sur le banc d'opposition à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godin Poyi répondra lui-même. Les responsabilités sont bien établies dans cette Assemblée provinciale. J'assume pas, je partage pas. Ce projet est un projet qui ne décollera pas. Comme je l'avais. Est-ce qu'il y a des études de faisabilité qui ont été faites? Où sont les études de faisabilité? D'abord, quand le métro de Kinshasa a été créé, il n'était pas question d'une ligne de métro. Quand ils sont venus solliciter les cutus de l'Assemblée provinciale, ils ont amené un projet de réhabilitation du train urbain de Kinshasa. Où en est-on? À plus de 100 millions de dollars. Où en est-on avec ces projets-là? Et ce qui est très grave, c'est que c'est l'ONATRA qui met à la disposition du métro de Kinshasa ces infrastructures. Le personnel de l'ONATRA est-il impliqué? Est-il au courant? Les syndicalistes de l'ONATRA, que l'ONATRA va mettre ces infrastructures à disposition du métro de Kinshasa et que l'ONATRA qui amène le gros dans les capitales sociales, combien de parts lui ont été octroyés? 15% à peine. Donc on n'y voit pas clair dans cette affaire-là. Et où sont les études de faisabilité? Ou pour la réhabilitation et l'élargissement de la voie ferrée au Natra, ou pour la ligne de métro? Où sont les études de faisabilité? Rien n'a été fait. Vous savez ce que ça va nous coûter ici? Ça peut nous coûter une combien? ligne de métro, mais beaucoup d'argent. Les tracés du métro. L'estimation. Donc, en souterrain. Vous savez ce que ça coûte? Je ne connais pas. Écoute, je vais essayer de m'enseigner dans le semaine les mois qui viennent. Ça va coûter extrêmement cher. Et encore que je ouïs dire de la part d'un expert que l'Europe a moins dépenser à ce qui concerne la ligne métro, puisque l'Europe est bâtie sur une roche. Nous ici, dès que vous commencez à creuser à 1 mètre, vous êtes déjà inondé. Vous avez de l'eau, Vous avez de l'eau. Donc ça va nous coûter 10 fois beaucoup plus cher que l'Europe en termes d'étanchéité du tracé. Où sont les études de faisabilité? Elles sont où? Et ces projets qu'on présente, elles sont où? Parce qu'en elles-mêmes, les études de faisabilité vous coûtent énormément cher. Énormément cher. Énormément cher. Faut-il avoir des cabinets? Et où les études de faisabilité? Dans les deux cas, ou métro, ou la réhabilitation et l'élargissement les trains urbains. C'est où? Comme je l'avais dit pour le marché central, on y est. J'ai encore entendu Godin Poyi dire que les travaux vont bientôt commencer. Il oublie que l'année passée, il avait déjà dit dans un média que les travaux de démolition allaient prendre fin novembre 2021. Et au jour d'aujourd'hui, les travaux de démolition ne sont toujours pas terminés. Et quand vous êtes sérieux dans un projet, vous dites ça va commencer, vous dites quelle date, et vous donnez la durée des travaux. Vous ne pouvez pas dire au Quinois simplement non, vous aurez ce marché vous sera livré clé à la main avant la fin du mandat. Ben non, ça signifie quoi? Dites-nous quand est-ce que les travaux commencent et la durée des travaux, le reste sera déterminé de soi. Il n'y aura même pas à poser la question à Godin Poyi ou à Jean-Tini Ngobila. Et puis une autre question, je me vois revenir sur cette question du marché central hier, mais la session de juin 2000, la session de mars, si je ne m'abuse, 2021, une demande a été formulée par mon collègue élu de Kalamou UDPS, Jaridi Kala, pour exiger des Godin Poyi
d'écrire à Gentil Ngobila qu'il expédie, qu'il envoie à l'Assemblée provinciale de Kinshasa les contrats qu'il lie à l'entreprise contractante. L'entreprise qui est supposée avoir gagné ce marché-là. Nous n'avons jamais reçu ce contrat-là à ces jours. Séance tenante, comme à ses habitudes, il aime bien le faire comme ça. Je viens d'écrire ici même au gouverneur pour qu'il nous envoie ces contrats. Les contrats, il est où? Les contrats n'ont jamais été envoyés à la Personne ne l'a jamais vu, personne ne l'a jamais vu. Qu'est-ce que nous savons en tant que députés provinciaux de Kinshasa du projet marché central? Nous n'en savons rien, complètement rien. Il y a un montage financier qui est en train de se mettre en route là, je ne sais pas s'il tiendra. Je n'y crois même pas beaucoup. Apparemment, ils sont dans la logique d'un nantissement de taxes et impôts de la ville et espérer alors obtenir mensuellement un montant X d'une banque pour financer la construction du marché, ce qui n'est pas évident. Donc ça voudrait dire qu'eux vont en avance donner à une banque donnée des taxes et des impôts qui seront versés dans cette banque-là, et la banque préfinance, et à la fin de chaque mois, elle répond ce qu'elle aura sorti. Ce n'est pas évident que ça tienne. Ce n'est pas évident. La ville a déjà beaucoup trop de problèmes ici, auxquels elle n'arrive pas à apporter de réponse. Alors si vous prenez encore une partie de taxes et impôts que vous nantissez, qu'est-ce qui va rester à la ville? Nous avons déjà même des problèmes pour assurer la régularité des émoluments des députés provinciaux. Donc en fait, c'était un montant financier qui est en train de se mettre en route, mais qui n'a aucune chance d'aboutir. Vous avez le... En fait, la réalité au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on veut commencer simplement. On veut commencer pour dire aux Kinois, nous avons commencé, nous poursuivrons dans le prochain mandat. C'est ce qu'on veut faire en fait, c'est cela. Jeter de la poudre aux yeux aux Kinois. C'est cela, commencer sans être sûr de parachever l'ouvrage. Mais au moins se cacher derrière le fait d'avoir accompli un pas. Parce que vous savez ici, quand les gens échouent, on vous dit que tout voyage commence par le premier pas. Le premier pas. Et puis nous avons vu des voyages qui ont commencé par les premiers pas et qui se sont arrêtés là. Un peu comme les 100 jours, un peu comme Chili Gelou. Au jour d'aujourd'hui, 145 territoires. Très bien, on va en parler. Et vous avez comme l'impression que le président Godé Poyi serait en train d'accompagner Gentil Ngobila dans la gestion de la... C'est si évident que ça ne demande pas mon commentaire. Très bien. Alors, qu'attendez-vous de cette session ordinaire de mars à l'APK? Pas grand-chose. Je suis un élu dessus. Il n'y a pas une volonté réelle de faire avancer les choses à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Prenez tout simplement le budget voté 2022, vous verrez combien de projets ont été intégrés pour chaque commune dans ce budget, et vous verrez à la fin combien de projets auront été exécutés. Presque aucun. Réhabilitation de telle avenue, de telle autre avenue, curage de telle rivière, rien n'est fait à la fin. L'argent est affecté à autre chose. Mais pourquoi on garde Godé Poyi comme président? Mais vous le regardez, il y a une majorité là-bas, sous contrôle de Gentil Ngobila, qui s'appelle Dynami Ngobila. Vous ne la connaissez pas, cette majorité? C'est celle-là qui pilote. C'est celle-là. Et c'est là la triste réalité que nous vivons dans cette assemblée provinciale. C'est ça. Très bien, nous recevons pour vous l'honorable Mike Mukibai qui est revenu sur la rentrée parlementaire à l'Assemblée. Pour vous faire une idée, quand je dis que l'argent est dépensé à autre chose, je vous amènerai les documents. Très bien. La fois prochaine, voilà. Vous avez par exemple, dans l'exécution du budget 2021, vous avez une rubrique Foire agricole de Kinshasa pour plus d'1 milliard. Pour 1,6 milliard de francs congolais. Vous imaginez que pour organiser la foire agricole de Kinshasa, cela demande 1,6 milliard de francs congolais. La foire agricole, c'est celle qui est organisée annuellement ici à l'Académie des Beaux-Arts. Elle ne coûte même pas 50, en tout cas pas plus de 100 000 $. Parce que, en quoi consiste, attendez, je vais avancer, à quoi consiste cette foire? C'est que la ville construit des stands qu'elle loue par la suite aux exposants, et les exposants amènent eux-mêmes leurs produits. Les vaches, les arachides, tout le produit de la terre, ainsi de suite, de l'élevage et tout ça, qu'ils exposent. Et ça peut coûter 100 000 $. Mais ce qui est grave, c'est quoi? C'est qu'il a été prévu, en prévision, c'était plus d'1 milliard de francs congolais. Et pour finir, 950 millions de francs congolais ont été décaissés. Donc plus de 400 000 $ pour l'organisation de la foire agricole de Kinshasa. C'est trop d'argent. Mais la meilleure, c'est laquelle? C'est que l'année passée, il n'y a pas eu foire agricole de Kinshasa. Pour des raisons de Covid. Simplement, il était interdit de se rassembler à plus de 20.
Mais voilà que 250 millions de francs congolais, soit plus de 400 000 $, ont été décaissés. Pour une activité qui n'a pas eu lieu. Allez-y comprendre une chose. Très bien, honorable Mike Mukebai. Nous le recevons et il a parlé, il est revenu sur, il est un peu sceptique sur la suite à attendre de la part des députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a une dynamique Ngobila qui s'est installée, qui bloque un peu les initiatives de contrôle parlementaire. Quand vous parlez de dynamique de contrôle parlementaire, un collègue, Sami Kalonji, a initié la dernière session une question orale avec débat à l'encontre du ministre provincial des Transports, notamment sur la question de la taxe qu'on appelle ici taxe parking. La taxe parking, c'est quoi donc? Chauffeur taxi-bus, chauffeur taxi, chauffeur bus. Les taxis payent 500 francs jour, s'il te plaît. Les taxi-bus, 1000 francs. Le gros bus, 2000 francs. Vous savez combien d'argent ça fait chaque jour? À peu près? Ah, je ne sais pas. Mais jusqu'à ce jour, pas le moindre parking n'a été construit. Et plus grave, un jour, le ministre provincial des Transports dit dans un média local ici que quoi? Nous avons affecté cet argent à autre chose. C'est déjà un détournement, parce qu'une taxe, c'est un prélèvement que vous faites en contrepartie d'un service. Et les services qui étaient prévus, c'est la construction des parkings. Quand vous ne construisez pas de parking, vous faites autre chose avec cet argent, c'est un détournement. La question orale, quand elle est déposée, elle est contraignante. Dans les 15 jours, les ministres concernés viennent répondre. Le ministre n'est jamais venu répondre. Posez la question à Godempoy. Le ministre n'est jamais venu répondre. C'est cela la réalité, la triste réalité. Tout est bloqué. De l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tout est bloqué à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Même pas un semblant de contrôle pour tromper l'œil, comme on en a vu un peu ailleurs dans d'autres provinces de la RDC. Et pourtant, le professeur Godempoy nous donne l'impression de quelqu'un qui défend les valeurs. Mais nous n'avons pas l'impression de constater cela dans la pratique de sa fonction. Très bien. Honorable Mike Mukebai, vous êtes l'un des députés provinciaux qui a pris part au niveau de l'atelier des députés provinciaux pour l'appropriation du projet phare, un des projets phares du régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'appelle les 145 territoires. De quoi était-il question, même si on sait tous que c'est pour vous permettre de vous approprier de ce projet? Non, c'est juste sur le plan cosmétique. Sur le plan cosmétique, les communicateurs du régime, en tout cas ceux qui conçoivent, ils ont très bien habillé le projet. Vous savez comment on l'appelle? Ça fait très bien sur le plan image. Les projets 145. Non, ça s'appelle PDL 145 T. PDL 145. Programme développement local 145-territoire. Une belle détermination. Super sur le plan de l'image. PDL 145-T. Super. Mais dedans, c'est creux, il n'y a rien. C'est un mirage, c'est un projet chimérique. Il n'existe rien de concret dans le projet. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont ses propres concepteurs. Ce sont ses propres acteurs qui le disent. À la clôture de l'atelier qui a été organisé à l'Assemblée nationale, notamment c'est pas l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple, dans la salle des congrès, le rapporteur, qu'est-ce qu'il dit, le rapporteur de l'atelier? Les projets ne pourront être mis en œuvre qu'en juillet. En juillet 2022. Ça, c'est ce que le rapporteur a dit, ça ne vient pas de Mukebai. Pourtant, le projet est de 2 ans, 2022 et 2023. Quand vous le commencez fin juillet 2022, est-ce que c'est un projet qui a pris 2022 en compte du début à la fin? Donc en fait, c'est un projet qui va prendre en compte, si pas un semestre, mais tout au moins un trimestre de 2022. Encore que s'il n'y a pas d'aléa, qui va faire que la date soit repoussée. Donc c'est déjà ça, le projet est annoncé avec pompe, tapage autour, battage médiatique tous les jours, mais il ne sera mis en œuvre qu'en juillet, fin juillet 2022. Fin juillet 2022, nous verrons bien. Ça c'est de 1. Et le projet, quel est son coût? Son coût est d'1 milliard 600 millions, 625 millions par là. D'où viendra le fonds? Il est prévu 1 milliard pour 2022 et 600 millions de dollars pour 2023. Les milliards de 2022 viendront de qui? Le gouvernement lui-même qui doit
mettre la main à la poche à hauteur, je crois, de 325 millions ou 385 millions de dollars, si je ne m'abuse. Une partie des fonds attendus de qui? Du FMI avec... les partenaires financiers au niveau international. Ce n'est pas un partenaire dans le projet. Donc le gouvernement espère que le FMI va verser les fonds DTS encore cette année et qu'ils pourront prélever quelque chose sur ce fonds DTS pour les affecter à ces projets 145 territoires. Il faut se poser cette question, est-ce que ces fonds DTS vont être libérés dans la hauteur escomptée? Parce que ou à la date prévue, l'économie mondiale est sérieusement secouée avec ce qui se passe en Ukraine et toutes les sanctions que les Occidentaux ont prises contre la Russie. Ça va vraiment perturber l'économie mondiale. Donc ce n'est pas évident que ces fonds de tests viendront à temps et à hauteur espérée. Ça, c'est encore une incertitude. Et le dernier bailleur, c'est qui? Les partenaires. Je ne sais pas lesquels. Qui sont ces partenaires? Personne ne les a encore identifiés. Et on attend entre 200 et 300 millions de dollars. Personne, on n'a pas encore bouclé avec eux, mais le projet est incertain en lui-même. Donc le gouvernement n'est sûr que de décaisser une somme à hauteur de 300 quelques millions qu'il n'a pas encore décaissé à ce stade ici. Encore qu'on a des dépenses d'élection. Mais je vous jure, c'est cela même la question. C'est qu'il faut que le gouvernement nous assure à ce stade que lui, à son niveau, a déjà décaissé ces 385 millions. Donc, ce n'est pas évident. Donc, ce n'est pas évident. Voilà le projet. En soi, ce qui nous a été dit. Et quand je vous donne ces éléments-là, dites-moi maintenant en quoi ce projet est-il sérieux? Est-ce qu'on vous a quand même tenu informé des études de faisabilité sur ce projet de 145? Non. Il n'y a pas d'études de faisabilité. Il n'y a rien qui a été fait. Non. Il y a ce qui est prévu. Aucune projection. On dit route, hôpitaux, ainsi de suite. Alors vous allez octroyer à chaque territoire 5 millions de dollars. Et des 5 millions, ces 5 millions de dollars, vous attendez d'un territoire qui construise des routes, qui la réhabilite certaines, qui construit des hôpitaux, des écoles, avec 5 millions de dollars. Donc qu'est-ce qui va se passer dans chaque territoire? Chaque territoire risque d'aller, et encore que ce ne sont pas les territoires qui conçoivent les projets. Les projets sont construits au niveau central. À la seule différence qu'ici, ce n'est pas le gouvernement qui entre en contact avec les tiers contractants pour conclure des marchés. Ça, cette mission a été confiée à 3 agences d'exécution, notamment BCECO, PNU, depuis il y a une 3e agence. Donc c'est cela. Donc la tendance serait à quoi? Serait à imaginer des micro-projets endogènes. Or, vous savez que le développement est un tout intégré qui se tient. Plutôt que de construire des Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Plutôt que de construire un petit hôpital à 300, 400 000 francs, un dispensaire 400 000 dollars. à 100 000 dollars, plutôt que d'en construire un dans un territoire, aller à l'intersection de 5, 6, 7 territoires, construire un grand hôpital à 5 millions de dollars, moderne, réhabiliter les routes ou construire des routes de centres. Les Congolais peuvent partir de chez eux pour avoir accès à cet hôpital-là. Non, vous construisez des petits centres à 300 000 dollars et quand les gens sont sérieusement malades, il faut les évacuer plus loin à 2000 km, à 3000 km. Faudrait-il encore savoir si on a les engins pour pouvoir les La question d'ordre pratique, elle est d'ordre pratique. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais j'imagine. Vous voulez en même temps, au même moment, engager des travaux de construction partout, dans 145 territoires à la fois. Avez-vous ici des entreprises de construction disponibles et capables de répondre à ces besoins-là? Vous avez vu déjà pour les Chichi, les Gelou, les Chinois ont dû faire déplacer des engins de Kinshasa en Mbuji-Mayi. Alors si les Chinois ont dû faire déplacer des engins de Kinshasa en Mbuji-Mayi, alors comment pensez-vous que ça va passer lorsqu'il faudra lancer des travaux dans 145 territoires à la fois? À la limite, il faut créer des conditions au départ, soit pour permettre à ces entreprises d'augmenter leur capacité, soit pour inciter à ce que de nouvelles entreprises viennent s'installer ici, dans les secteurs de la construction. Sinon, nous n'avons pas la capacité, comme ça, d'attaquer 145 territoires à la fois avec des engins pour construire des routes, des hôpitaux à la fois. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Mais c'est ce que j'ai dit. À la limite, il faut voir, apprécier et pousser les entreprises à augmenter la capacité, sinon de créer des conditions pour que de nouvelles entreprises arrivent. C'est comme ça que je vous donne l'exemple de Tchilé-Gelou.
Les Chinois sont partis avec des engins d'ici à Mbuji-Mayi. Et si en même temps, les mêmes Chinois doivent travailler sur la ville de Kanaga, parce qu'en fait, les grandes entreprises de construction capables de répondre à ces besoins, à une demande comme celle-là, ici, je ne sais pas si on peut en compter plus de 5 ou 7 ou 8, ici, au Congo. C'est bien compliqué, honorable Mike Mukebai, mais est-ce que on peut tirer comme conclusion, parce qu'il faudrait à chaque moment que nous puissions avoir au moins des petites conclusions pour bien évoluer, on peut conclure aujourd'hui que ce projet était inopportun. Non, ce n'est pas que le projet est inopportun, ce projet a été mal conçu. Comme toujours, le régime Tshisekedi est enclin plus à faire de la publicité qu'à penser réellement au social, aux infrastructures. C'est cela le problème. C'est comme le projet 100 jours. À l'époque, nous avons dit que les sauts de moutons n'allaient servir à rien. On nous a traité des prophètes de malheur. Aujourd'hui, les sauts de moutons servent à quoi? La fluidité à Kinshasa en termes de circulation, elle est devenue plus compliquée. C'est complètement, on a perdu 40 millions, 50 millions à construire des sauts de moutons, surtout les sauts de moutons qui ont été jetés en plein milieu de l'autoroute boulevard Lumumba, bande à voie express, 4x2, et vous jetez un saut de mouton au milieu pour qu'il serve à quoi? C'est comme cela. C'est le même problème avec 55 territoires, mal conçus, pas du tout conçus. C'est un mort-né. Oui, honorable Mike. Ce n'est pas un prématuré que vous pouvez mettre dans une couveuse et espérer apprendre. Non, c'est un mort-né. C'est un mort-né. 145 territoires. Mais attendez. Mort-né. Donc, le projet ne pourra commencer que fin juillet. Et quand ils parlent de fin juillet, ils ne vous donnent pas la date exacte. Ils ne vous disent pas le 20 juillet ou le 25 juillet. Il ne pourra commencer. Et à ce stade, les fonds ne sont pas encore réunis. Alors, me posez-vous la question. Est-ce sûr que ça va commencer en juillet 2022? Mais déjà, à ce stade, une chose est claire. À ce stade, le projet est déjà en retard. Parce qu'il est prévu sur 2 ans. Et on vous dit qu'il ne va commencer qu'à fin juillet 2022. 2023, on va vous dire non, nous on a Est-ce que tu te rends compte? On a fait un pas avec... Ça voudrait dire, à mon point de vue, que lorsque l'Assemblée nationale était en train de voter le budget 2022, c'est à ce moment-là que des crédits devaient être, à mon point de vue, affectés à ces projets-là, et que par ailleurs, au préalable, le gouvernement aurait déjà dû négocier avec les autres bailleurs pour boucler le montage financier et, à la limite, disposer même de ces fonds en main. Très bien, honorable Mike. Espèce sonnante très trébuchante. Et comme ça, dès janvier, on lançait le projet. Et c'est maintenant qu'on est en train. Il faut qu'on vous dise, c'est qui les partenaires, de qui sont attendus les 200 ou 300 millions? C'est qui ces partenaires? Les discussions se situent à quel niveau avec ces partenaires-là? C'est cela, ça, le concret. Ce n'est pas de venir dire le projet phare du chef de l'État, vous verrez des écoles partout à la fois. Ça n'a jamais été fait depuis que ce pays est indépendant. Qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis que ce pays est indépendant et qui est en train de se réaliser là-bas? Rien du tout. C'est exactement ce qui a toujours fait. Des projets sont conçus au niveau central et exécutés sans impliquer les entités locales. Ces projets sont conçus au niveau central et plutôt confié pour son exécution à des agences d'exécution. C'est cela la seule différence. Mais les entités locales ne sont impliquées à aucun niveau. Ni les territoires, ni les provinces, presque pas du tout impliquées. Mais on laisse croire que c'est quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? C'est quoi? Rien de... Mais je vous dis. C'est la grande question. Alors, je vais vous relancer. Mike Mukebai, projet 100 jours, mal conçu, toujours. Toujours mal conçu. Projet chez les génies, mal conçu. Projet Kinshasa Zéro Trou, mal conçu. Kinbopeto, mal conçu. Le projet 145 territoires, mal conçu. Alors, quand vous avez... Voici la question. Oui. Est-ce qu'il se pose un problème des personnes qui conçoivent les projets ou soit c'est la mauvaise foi de ceux qui dirigent le pays? Non, donc en ce moment-là, dites-vous bien qu'il y a un problème chez les géniteurs. C'est lui qui amène ces projets-là. Pas suffisamment de compétences pour concevoir le projet. C'est cela le problème. Il y a là-dedans de l'amateurisme, de l'incompétence et la mauvaise foi qui cache
la recherche effrénée à l'enrichissement personnel. Vous remarquerez que la plupart de ces projets pêchent sur une question. Certes qu'ils ont été mal conçus au départ, mais que par la suite, aboutissent au détournement. Dans l'exécution des projets, rarement vous avez vu les acteurs, les ministres, ainsi de suite, se soumettre aux procédures ordinaires de passation des marchés. Remarquez 100 jours, c'est des marchés agré à gré. C'est cela. Remarquez Tchilégelou, des marchés. Ça aboutit toujours pas. Donc ça voudrait dire détournement. C'est imaginé depuis le départ. On sait que la seule possibilité qu'on a pour pouvoir se faire le penche, c'est de contourner l'autorité de régulation des marchés publics, c'est de contourner la direction générale des contrôles des marchés publics, et c'est ce qui s'est fait. Avec la bénédiction, en tout cas à mon point de vue, tacite ou implicite de la haute hiérarchie. C'est cela ce que je constate. Vous verrez, quand vous parlez de Kimbo Petou, jamais la direction provinciale de contrôle des marchés publics n'est impliquée à un niveau donné. Marché central de Kinshasa, jamais passation de marché comme ça, transparente sur la place publique. Et bonjour, aujourd'hui on parle de métro de Kinshasa, jamais. Vous allez au niveau central, pareil. Donc il y a quelque part des gens qui décident, qui disent, allez-y ainsi, comme ça, moi je peux attendre de rétrocommission. C'est aussi clair que ça. C'est délibéré, c'est voulu. Au moins cette fois-ci, 145 jours, vraisemblablement, ils ont pris des précautions. Une agent d'exécution comme PNUD, je peux espérer qu'elle sera très regardante sur les procédures de passation de marché. À condition qu'elle ne soit pas contournée. Ah oui, et encore que cette fois-là, je peux applaudir, on dit que c'est le BCCO, c'est les PNUD, ces agences-là elles-mêmes qui vont conclure les marchés avec des tiers. Il y a un peu ça sent un peu de volonté de transparence. Ben, je ne sais pas, ben, c'est ce qui est dit. Hein. De manière nominale, ouais, sur papier, c'est ce qui est dit. C'est pas évident. Regardez ici, Kinshasa zéro tour. Il y a des entreprises que je n'ai jamais vues évoluer dans le secteur de construction de routes, auxquelles des marchés ont été attribués. Des entreprises qui n'ont aucune expertise dans le domaine. Je ne vais pas ici commencer à citer tel ou tel, parce que des gens vont croire que je suis là pour régler des comptes à des individus. Je ne sais pas si Sama Lukonde est au courant. Mais c'est terrible. Des entreprises qui ont été créées pour le besoin de la cause, le moment venu. Et des amis de la diaspora ont créé des entreprises comme ça et ont obtenu des marchés qui sont très mal exécutés. Malheureusement. Mike Moukébaï, on va changer de sujet. Je crois que nous avons eu beaucoup d'éléments par rapport à ce projet de 145 territoires. Il se pose un problème de conception, un problème des études de faisabilité. C'est comme si très souvent des projets sont montés avec la volonté ferme d'aboutir à un détournement qui enrichit de manière rapide ceux qui dirigent la chose public. Très bien. Honorable Moukébaï, on va aller du côté de l'Assemblée nationale où le ministre Kalumba Jean-Marie, ministre de l'économie, a été déchu par les élus nationaux. On va dire que c'est la première dans l'histoire du Congo qu'un ministre soit déchu dans ces conditions. C'est une première. Oui, j'applaudis. Bosso et la majorité parlementaire y ont sacré. J'applaudis, vous connaissez mon engagement pour la démocratie, la démocratie, la transparence, les bonnes valeurs. Dans la gestion des affaires publiques. Je ne peux qu'applaudir et même dire fier chandelle à l'initiateur de la motion Eliezer Tamboué, formidable, j'applaudis, mais en même temps je dis que c'est même tard venu. C'est intervenu, mais pas par la faute de l'Assemblée nationale. C'est intervenu, ça veut dire oui, pas par la faute de l'Assemblée nationale, mais du gouvernement. Ce ministre aurait dû démissionner depuis. C'est lui-même. Oui, nous devons être conséquents et sérieux. Il y a cru à ses moyens de défense. Hein. Non. Il savait qu'il pouvait par des moyens illicites se maintenir en poste. C'est cela. Ce qui est malheureux. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est cette messe entre la hiérarchie des lignes sacrées et des députés nationaux qu'on a cherché à convaincre pour soutenir ces ministres-là. Ça, mon Dieu... C'est une famille politique. Non, c'est terrible.
pas pour communier autour des basses besognes, s'il vous plaît, quand même. S'il vous plaît, j'en connais certains qui ont mené de grands combats de liberté, pour la liberté. Bonne gouvernance et transparence. Hein? Ceux qui ont défendu les valeurs hier. Aurait dû démissionner. Mais mon cher frère, vous dites que les Libanais ont commandité cette initiative et vous trouvez normal. $700 000. Tant mieux, ok. Ici, quand vous interpellez un ministre, tout de suite on parle des mentions alimentaires. Mais sur mention alimentaire ou pas, vous êtes gérant, on ne fait que vous demander de venir rendre compte à celui qui vous a confié le mandat. Très bien. Pourquoi toutes ces attaques-là contre les Attamboués, contre les députés nationaux? Pourquoi? Ça pouvait être normal. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un ministre, je ne sais quelles études il a fait, s'assoie dans son cabinet, imagine d'abord que pour répondre au social, notamment en ce qui concerne l'alimentation des Congolais, qu'il faille importer des chinchas. Vous pouvez imaginer cette solution, une solution ponctuelle pour un problème structurel. Vous imaginez que vous allez faire une importation et elle va régler ces problèmes-là. Ça, c'est d'abord ça la question que je me pose. A-t-il des aptitudes pour comprendre les problèmes qui se posent à lui et y apporter des réponses? Non seulement qu'il fait fausse route, il amène l'État à faire du commerce, ce qui n'est pas la mission de l'État, surtout pas dans une économie libérale du marché. Il amène l'État à faire le commerce, mais le faire mal. Il veut la Constitution, il va en Namibie, il paye $6 millions pour les chinchas. On n'a jamais pêché. Hein. Au finish, ni les poissons, ni les $6 millions. Et s'il y a une motion initiée contre cette ministre-là, les gens disent, nous les Libanais ont financé. Vous trouvez normal qu'un ministre reste en poste pendant qu'il a commis une faute aussi lourde? 6 millions qu'il a sorti, il nous a bandit les chèques ici, depuis Namibie. Il dit, je vous amène du poisson pour $6 millions. Voilà, on va en finir avec ça. Et ces poissons-là, les chinchas ne sont pas venus, et ces ministres restent en poste, et on veut penser que c'est normal. Donc Bahati, lui, ça ne l'affecte pas, le fait d'avoir perdu ces $6 millions. Il ne regarde pas. Mais voilà, il est toujours fier de dire, moi j'ai autant de ministres, voilà ce que vaut son ministre. Et voilà défenestré, la queue entre les pattes. Voilà ce que vaut son parti, ou sa coalition serait. Voilà ce que ça vaut. En fait, des gens qui sont venus pour s'enrichir. Voilà ce que ça vaut. Il aurait dû lui demander à son ministre de se mettre de côté. De s'en aller. Les chefs de l'État auraient dû. Peut-être qu'il a fait, le ministre n'a pas écouté. Peut-être qu'il n'a pas écouté. Peut-être il dispose d'assez de leviers pour l'amener à démissionner. Les chefs de l'État auraient dû le demander depuis, tout autant que le Premier ministre, personne. Tous ont trouvé que c'était normal que ce ministre reste en poste. C'est quand même grave, l'idée des lignes sacrées en ce qui concerne la gestion de l'État. Donc ça n'a jamais ému, ça n'a jamais affecté Félix Tshisekedi, ces 6 millions perdus. Moi, je n'ai pas trouvé du sommeil cette nuit-là. Quand je me suis posé la question, où mène-t-on le pays? Non, Félix Tshisekedi s'est endormi, tranquille, s'est réveillé le matin, il a continué. Il ne pense plus aux 6 millions. Samalou Kondé s'est endormi, tranquille, il s'est réveillé le lendemain matin, il a oublié les 6 millions. Mais quel type de gouvernante êtes-vous? Quel type de dirigeant êtes-vous? C'est un peu comme avec l'affaire des RAM. Hein. Je crois qu'il y a 2 poids 2 mesures. Bon, RAM, millions, on a sanctionné. Ah non, RAM c'était lié avec les RAM. Ah, RAM c'est autant de millions. Non. Il s'est rentré chez lui à la maison. RAM c'était lié directement. Vous comprenez les interférences politiques ici, c'est pourquoi je m'interroge sur l'idée. Est-ce qu'on peut vraiment croire à la volonté de l'Assemblée nationale à initier le contrôle, le véritable contrôle parlementaire? Non. Il y aura toujours des poids. Ce sera toujours 2 poids 2 mesures, c'est à la tête du client. Vous savez, RAM c'était lié directement au palais de la nation. Ah, on ne pouvait rien. Ah, il y avait beaucoup plus de représentants politiques. Autrement dit, si Kalumba était lié au palais de la nation, il ne serait pas... Ah, non. Ça, vous pouvez vous le dire. Très bien, honorable Mike Mkebaye. Merci beaucoup. On passe à autre chose. On va prendre les tout derniers sujets. Je crois que vous avez été choqués, autant comme moi, d'apprendre que les M23 sont soutenus par l'armée rwandaise. Mais le porte-parole du gouvernement, lui, ne semblait pas vraiment confirmer la version du porte-parole de l'armée. Lui, il a joué la carte de l'apaisement. Il n'y a pas une déclaration aussi forte du gouvernement de la République contre l'agression rwandaise, telle que dénoncée par le porte-parole de l'armée. On a juste reçu Kariga par le VPM des Affaires étrangères.
Et puis, de bon matin, il est rentré chez lui. Maintenant, tout est bien. Mais entre-temps, l'État a été agressé. Non. Et c'est notre armée qui l'a dénoncé. Ok, d'accord. Ben, avant d'aller à cette question du soutien réel ou supposé du Rwanda au M23, je m'interroge sur ces retours sur scène de M23. Le M23 est un mouvement qui avait été anéanti. Et la plupart de ces hommes avaient traversé la frontière pour trouver refuge soit en Ouganda, soit au Rwanda. L'Ouganda n'a pas pu le contenir chez lui et elle nous les a retournés. Et ces hommes-là sont revenus chez nous. Je m'interroge comment les services n'ont pas pu mettre sous surveillance les M23. On les a laissés à Rutshuru, armés, jusqu'au jour où ils ont décidé de reprendre les hostilités, de reprendre les armes. Je m'interroge sur la responsabilité du gouvernement. On aurait dû mettre ces gens sous surveillance. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, comme ça, les gens qui ont l'esprit grégaire militariste, qui ont combattu ensemble, vous le ramenez et vous le gardez ensemble, dans une sorte de ghetto. Vous les poussez à continuer à garder cet esprit frondeur de rebelle et à tout moment revenir. On aurait dû depuis procéder à la démobilisation de ces hommes-là. Nous ne l'avons pas fait. Tant mieux, peut-être, ou tant pis qu'il n'y avait pas de moyens, mais il fallait les mettre sous haute surveillance. C'est des militaires, vous ne les laissez pas, eux, ensemble, réunis en un endroit. Ce débat-là, il n'a pas été fait. Et il n'a pas été fait. La responsabilité du gouvernement, c'est très grave. Pour le reste, avec le Rwanda, c'est clair. L'armée, son porte-parole, a donné des informations précises. Deux militaires rwandais qui ont été appréhendés. Il a donné même les noms des numéros matricules, toutes les précisions. Oui, appréhendés avec leurs identités sur eux. Et ça, c'est clair. Par la suite, nous comprenons cette position, je ne sais pas la définir, où nous n'arrivons pas, nous, à nous mettre sur la même piédestal que le Rwanda. Où les agressions verbales du Rwanda, les agressions militaires sont toujours banalisées ici. Je m'interroge au nom de quoi? Au nom de quoi? Voilà pourquoi faut-il qu'un jour le régime change, et le plus tôt, pour qu'on ait un pouvoir fort, un pouvoir qui a une légitimité, qui sait dire au chef d'État, voisin, ça mon peuple ne l'accepte pas. Mais quand cette légitimité vous manque, vous êtes assez affaibli vis-à-vis de vos homologues. C'est peut-être ça l'explication. Je ne sais pas. Je m'interroge à haute voix. Mais c'est cela. Mais autre chose, nous devons nous le mettre en tête qu'il faut nous construire, qu'il faut construire une armée forte. Tant que nous n'aurons pas bâti une armée forte, capable de sécuriser nos frontières, nous serons toujours ainsi, traînés par le bout par nos voisins. Aujourd'hui, nous nous prenons du Rwanda. Demain, ça sera l'Angola. Ça l'a déjà été par le passé. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas assez forts pour nous asseoir à une même table avec l'Angola et exiger la contrepartie de notre pétrole que l'Angola pompe. Boudimbo a fait le déplacement ici, prétendument pour l'exploitation en commun du pétrole. Mais au jour d'aujourd'hui, quelles sont les avancées? Rien. L'Angola a des moyens pour aller en profondeur, faire de l'exploration. Nous, on n'a aucun moyen. Il faut se doter de la logistique, il faut se doter de l'outil. Demain, une arme forte, sera le seul moyen de dissuasion pour qu'aucun voisin ne vienne nous enquiquiner chez nous. Est-ce que c'est l'armée qui n'est pas forte ou un problème de leadership? Non, mais écoutez, l'armée, elle est là. Cette même armée a mis en déroute une fois les M23. Oui, mais écoutez... Donc, moi, je crois que dire que l'armée n'est pas aussi forte, oui, d'accord. Ce ne serait pas une bonne analyse de manière totale. Bon, écoute, je te le conseille, mais je relativise en même temps. Ok. Quelles sont les conditions de vie de nos militaires? Vous pensez qu'ils sont assez motivés? Quelles sont leurs conditions de vie? Comment vivent-ils dans le caserne? Quelle est la hauteur de leur somme? Je ne vais pas le dire ici, de crainte qu'on m'accuse de chercher à démoralisation, ouais. L'armée. Quelles sont leurs conditions de vie? Matériellement, avons-nous le moyen pour équiper notre armée? Avec un budget de 10 milliards de dollars, combien vous affectez à l'armée? C'est ça, il faut travailler à la prospérité de la République démocratique du Congo. Et demain, nous pourrons avoir un budget de 100 milliards et pouvoir investir 10-15 milliards dans l'armée. Nous n'avons aucun avion de chasse ici. L'Angola est venu ici pour un meeting aérien, c'était même honteux. Il y a eu que des avions de chasse angolais qui ont survolé les sols congolais, non.
Même pas la moindre libellule. Ils avaient même la possibilité de faire un coup d'État. Ah ben alors, non. Voilà, alors ceci arrive, honorable Mike Mukebaï. Je connais déjà votre point de vue, mais je voudrais que... Ah, comment ça, vous préjugez déjà? Après les analyses que vous faites, par rapport aux analyses que vous aviez tout à l'heure avancées, je voudrais vous poser une autre question pour que ceux qui nous suivent soient éclairés. Lorsqu'un porte-parole de l'armée au niveau du Nord qui vous fait une telle déclaration, cela suppose que la haute hiérarchie a été suffisamment saisie et je crois qu'il y aurait même un aval qui avait été donné. Donc, donc ça signifie qu'il y a eu un rétropédalage de la part de Kinshasa. Et ce n'est pas bon. Ça tue la confiance entre l'armée et les gouvernements. On a fragilisé l'armée. Ça tue la confiance. Entre l'armée et les dirigeants. Il y a à craindre que l'armée se sente un peu abandonnée. Il y a la crainte que l'armée se dise que mais finalement les nôtres ne sont-ils pas en intelligence avec les autres. Il y a tant de questions qu'il ne faut pas que l'armée se pose. Qu'il ne faut pas en tout cas. Et j'avais l'impression qu'ils finiront bien par se poser ces questions-là, ceux qui sont à la tête de cette armée. C'est pas bon, ça a été très mal géré. Moi, je ne pense pas que pour une accusation aussi grave, parce qu'elle ne concernait pas que l'armée, elle concernait nos relations avec un État voisin, et pas lesquels, n'importe lesquels, le Rwanda. Vous savez, c'est qu'il y a toujours eu des complexités, des sensibilités dans nos relations avec cet État-là. Pour que ce porte-parole prenne la parole en public, c'est qu'au moins la hiérarchie militaire avait dit ok. Et sur une telle question, la hiérarchie militaire ne décide pas elle-même. Elle s'en remet à qui des droits. C'est pas bon. C'est pas bon. Et pourquoi ces rétropédalages? Pourquoi il y aurait eu ces rétropédalages? Allez-y, posez la question à Patrick Mouya. En tout cas, surtout à celui de qui il porte la parole. Très bien. Très bien. C'est quand même un sujet complexe à analyser. Il y a beaucoup de réserves. Vous comprenez avec moi. Honorable Mike Mukebaï, ceci arrive, cette agression du Rwanda arrive au moment où on nous a vanté ici à Kinshasa la mutualisation de forces entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise pour traquer les M23. Mais on apprend que cette même armée qui était venue traquer le M23 est en soutien. Non, vous avez la réponse à cette question. Elle a été donnée par Museveni, tirant l'expérience du corps expéditionnaire ougandais en Somalie. Il disait que quand un voisin vient pour intervenir, cela ne peut pas prendre beaucoup de temps. Ça signifie que c'est le temps pour vous de vous construire une armée assez solide. Sinon, votre armée souffre du sida politique et ça ne sert à rien de vous venir en aide. C'est ce qui arrive chez nous. Nous nous plaignons tout le temps, je regrette beaucoup, c'est une position que je ne partage pas avec mes compatriotes de Goma, Béni, qui sont tout le temps vent debout vis-à-vis de la MONUSCO, de ces troupes. Non, la MONUSCO n'est pas venue pour combattre à notre place. La MONUSCO est venue pour que, pendant qu'elle est là, que les Congolais eux-mêmes se bâtissent une armée forte, ce qui n'a pas été fait. Alors ne faites pas les reproches à la MONUSCO. Donc nous n'aurons jamais un voisin qui va nous aider à sécuriser nos frontières, à assurer la stabilité dans notre pays, si par ailleurs nous-mêmes nous ne nous investissons pas pour cet objectif-là. Si par ailleurs nous ne construisons pas notre propre armée et nous la dotons de moyens nécessaires pour répondre aux défis sécuritaires qui guettent notre pays, aux menaces sécuritaires. C'est cela la grande préoccupation. Avons-nous fait ce travail? C'est un travail qui doit être fait dans la durée. Kabila l'avait-il commencé? Félix a-t-il compris cette nécessité? Le prochain qui arrivera comprend à partir d'où il va commencer? Pour construire quoi? Ce sont toutes ces questions fondamentales existentielles en rapport avec notre sécurité que nous ne posons pas. Nous préférons nous flatter que notre armée est alignée 7e en Afrique. 7e, vous rigolez ou quoi? Je me pose la question sur celui-là qui a établi ce classement. Alors, si c'est un classement africain, je comprends, nous pouvons être 7e parmi les Baudets. Oui, quand vous êtes 7e parmi les... Oui, vous êtes 7e parmi les Baudets. Vous ne pouvez pas être fier d'être aligné 7e, alors que ici, dans vos casernes, les familles logent à 4 à 5 dans un même village. Alors que
Le moindre qui consiste dans une armée, sont les manœuvres militaires. Où avez-vous vu le FARDC procéder à des manœuvres militaires? Donc les militaires qui ont Kakolo, ça fait 20 ans qu'il a oublié qu'il est militaire. Son état d'esprit n'est pas entretenu pour aller au front. Il n'était pas oublié. 20 ans qu'il n'a pu procéder au moins d'exercice pour entretenir et le physique et le mental. En quoi il est encore militaire? Ça, on n'arrive même pas à le faire. Parce que ça demande de moyens. On n'arrive pas à le faire. Et vous avez vu, je ne sais pas si c'est vrai, ces images qui étaient devenues virales dans les réseaux sociaux. Mais parce que, en fait, quand vous allez sur les théâtres de manœuvres militaires, c'est que vous procédez comme en réalité dans un front, dans un front. Mais ici, chez nous, exemple, j'ai vu les images, les militaires qui y vont, on ne peut pas leur donner de munitions pour procéder aux manœuvres, puisqu'ils n'en ont pas. Le militaire tient son arme comme ça, il n'y a pas de munitions dedans, et c'est sa bouche qui... C'est triste. Alors, honorable... Non, je ne le dis pas pour rire. Donc il y a ça, nous devons nous interroger sur notre existence. Nous dire, nous consacrons des moyens à l'armée, que nous allons sacrifier, nous les dirigeants, ce qui a été lancé par Félix, mais qui n'a pas pu être matérialisé, à savoir la réduction du train de vie des institutions. Il faut y aller, et ces moyens-là, les octroyer à l'armée. 5, 10, 15 millions de plus sur chacun de nos salaires, ministres, provinciaux, députés, provinciaux, ministres, au niveau central, tous, chacun d'entre nous, ça va vous faire un pactole de quelques millions de dollars consacré à l'armée. Ça sera au moins un pas. Ce n'est pas avec ça que notre armée aura atteint le niveau de l'armée égyptienne. Mais nous aurons accompli un pas. Voilà. Alors, honorable Mike Mukebai, on va finir avec cette question. Je sais que le porte-parole du gouvernement a parlé, mais pourquoi le président ne parlait pas? Ailleurs, à chaque fois que l'État fait face à une agression, on voit le président de la République prendre les devants, parler, s'adresser à la nation contre cet ennemi qui se trouve être le Rwanda. Sur des questions qui touchent à la souveraineté nationale, Félix Tshisekedi se dérobe devant sa responsabilité. Et puis bon, Patrick Lokala décide de me poser la question à moi, plutôt que de la poser à Félix Tshisekedi. À la limite à Patrick Mouyaya. Je me rends compte que le président évite, et chaque fois, surtout qu'il s'agit du Rwanda. Chaque fois qu'il s'agit du Rwanda. Pourquoi il évite? Mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé d'explication à ce jour. Je constate qu'il évite, même pas que chaque fois qu'il s'agit du Rwanda, même avec l'Ouganda c'est pareil, avec l'Angola n'en parlons pas. Ouais. Je me pose la question. Bon. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Oui. Je crois que nous avons éclairé les lanternes de ceux qui nous suivent. Le prochain numéro, vous avez promis les documents. Oui. Et je vous recevrai la semaine prochaine pour éclairer encore davantage ceux qui nous suivent par rapport à l'évolution des questions d'actualité. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci d'Éric pour la réalisation. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à très vite.